Appel.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h42, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de Benoît Hamon, qui est tête de liste de Génération.s aux élections européennes, ancien ministre et ancien candidat à la présidentielle. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Avant de parler Europe et politique, une question sur Vincent Lambert. Ses parents contestent l'arrêt des soins programmés cette semaine. Quelle est votre position, vous ? Moi, je suis d'abord favorable à la fin de vie et le fait qu'elle soit organisée. C'est une des questions compliquées de savoir comment on termine sa vie quand on est au crépuscule de son existence. Et le fait de, en tout cas, vouloir choisir de partir, même quand on n'est pas atteint d'une maladie incurable, puisqu'aujourd'hui c'est une des conditions posées par la loi pour bénéficier d'une sédation profonde. Il me semble que quand il y a une forme d'acharnement à maintenir une vie qui n'en est plus, il y a quelque chose d'assez dur, terrible à imaginer persévérer comme cela, et la décision du Conseil d'État me semble aller dans le bon sens. Oui. Mais il faudrait peut-être aller encore plus loin sur la légalisation de l'euthanasie, parce qu'il y a toujours des personnes qui vont à l'étranger. Moi, je suis favorable. Je m'étais prononcé pendant l'élection présidentielle pour que la France légifère et aille plus loin aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le suicide assisté, en fait, qui est la possibilité de partir et de choisir le moment où on part dignement. Moi, je comprends que aujourd'hui, des Françaises et des Français n'aient pas envie de vivre avec une forme de prison qui est celle d'un corps qui ne répond plus au cerveau. La mère de Vincent Lambert dit oui, il répond d'une manière ou d'une autre, quoi. Il a encore des larmes, etc. Oui, mais des moi sanglots. je peux pas la mettre en cause. C'est une maman, donc c'est son enfant, donc il m'appartient pas de juger ce qu'elle ressent. Mais je crois aujourd'hui qu'au-delà du cas de Vincent Lambert, il faudrait qu'on puisse se pencher sobrement et sérieusement sur la fin de vie, plutôt que de rester comme nous le sommes dans une forme de demi-mesure, au sens où nous autorisons la sédation profonde, mais dans des conditions qui sont des conditions qui parfois ne permettent pas à des gens qui librement, de manière autonome, veulent faire le choix de partir sans avoir à finalement être le spectateur de la dégradation de leur propre corps et de leur propre liberté. Oui. Venons-en à vos idées sur l'Europe. L'une de vos idées, de votre idée force, c'est créer une nationalité européenne. C'est ça. Alors, comment ça peut marcher, ça ? C'est pas trop le truc de Le Pen, Bardella, Philippot et compagnie. Ça, j'ai bien compris. Ouais. Mais moi, je veux renouer avec le souffle qui a été celui de l'Europe. On oublie que le point de départ de l'Europe, ce sont des hommes comme Victor Hugo qui parlait des États-Unis d'Europe. C'est Aristide Briand qui, en 29, au moment de la Société des Nations, veut faire une nationalité européenne. La nationalité européenne, c'est quoi ? C'est pas une nationalité qui fait disparaître la nationalité française. Elle viendrait en plus. Le grand remplacement. Elle permettrait d'aller plus loin que la citoyenneté telle qu'elle se vit et s'exprime aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle permettrait de jouir de davantage de droits encore. Me semble-t-il, il y a quelque chose d'assez frappant dans le moment que nous vivons. Je nous vois telle une vieille nation déclinante, riche, peureuse, intimidée, qui n'a plus aucune confiance dans ses propres forces. Et fut un temps, la France regardait le monde avec confiance et savait que le fait de coopérer, c'était pas perdre son identité. Aujourd'hui, on a pour l'essentiel des libéraux avec M. Macron qui résument l'Europe à un grand marché, une affaire de chiffres, de traités commerciaux, et ont oublié la culture, la politique, la démocratie. Puis ceux qui s'y opposent, qui ne voient de salut que dans le repli à l'intérieur des frontières nationales, je le dis, ne confondez pas souveraineté, c'est-à-dire votre capacité à vous, le peuple français, de décider, avec nationalisme. Parce qu'aujourd'hui, notre problème, c'est qu'il manque de la souveraineté démocratique au niveau européen. Mais dites-moi le pouvoir que vous allez récupérer sur le climat quand on reviendra à l'intérieur des frontières de la nation. Oui, mais alors il faut faire... Parce que certains, vous avez dit quand même, la souveraineté nationale, on peut encore en avoir aujourd'hui, ou ça n'a plus aucun sens ? Il y en a, vous savez, il y a un immense mensonge, alors là je l'affirme, selon lequel 80% des lois françaises, ce seraient des déclinaisons de textes européens. C'est faux. C'est absolument faux. On en est aujourd'hui à peu près à 20% pour les directives, et en réalité, sur l'essentiel, nous avons de la souveraineté, c'est-à-dire la capacité à agir au niveau national, sur les questions sociales, sur les questions de consommation, sur beaucoup de sujets. Parce que bien souvent aussi, on fait référence à des normes européennes qui existent. Après, il y a les politiques d'austérité qui sont décidées au niveau européen. Pas que d'austérité, mais sur des normes celles aussi. qui ont le plus d'impact. Si vous avez aujourd'hui un hôpital public qui s'étrangle, c'est parce qu'on exige une réduction de la dépense publique qui fait abstraction de savoir où on réduit. On ferme un service, on continue. Sachez-le au passage, Emmanuel Macron annonce un moratoire sur la fermeture des hôpitaux.
En fait, il n'y a pas de moratoire sur la fermeture des services à l'intérieur des hôpitaux. Et il y a toujours inscrit, retenez ce chiffre, pour les années à venir, 1 milliard d'euros d'économies sur les effectifs des hôpitaux, la masse salariale. Ouais. Allez-vous me dire comment on va améliorer la santé publique avec cela ? Alors oui, il y a une responsabilité directe de l'Europe, ou au moins indirecte, à dire qu'il faut réduire les déficits publics avec ce sorte de totem des 3%. Alors on parle assez peu d'Europe, là, pour le coup. Il y a juste de déficit public, et qui a comme conséquence, un peu partout, une réduction des services publics, et une question légitime que se posent les Français. Écoutez, je paye des impôts, en zone rurale, les mêmes impôts qu'en zone urbaine. Pourquoi est-ce que j'ai le droit à 4 fois moins de services publics en matière d'accès aux soins, à l'éducation, à la mobilité, au transport? Pourquoi ? C'est là où on attend l'État. C'est là où la puissance publique doit jouer son rôle. Le joue-t-elle ? Absolument pas. Et c'est là où il y a la confusion avec l'Europe. On dit justement que on dit c'est la faute à Bruxelles. Et vous observerez que c'est assez pratique, parce que ceux qui sont directement... C'est Madame Buzyn qui fait les plans sur les hôpitaux. C'est pas à Bruxelles que ça se décide. Non, mais comme il faut rentrer en fait dans ces règles. Mais on explique après que l'Europe est responsable de ça. Et de surcroît, je vais même vous dire, moi j'affirme que le gouvernement négocie avec la Commission européenne au moment où elle fait ses recommandations, de dire recommandez-nous de faire cela pour faire porter la responsabilité à Bruxelles des choix qu'ils veulent faire en France. Benoît Hamon, il doit y avoir une idée dans le programme de Nathalie Loiseau qui doit vous plaire. Elle défend un SMIC européen. Mais on ne voit pas bien comment ça peut se concrétiser. Pour passer des 300 € en Bulgarie à plus de 1000 € ailleurs. Quoi. Mais d'abord, que je vais être très précis sur cette question. Effectivement, l'Europe ne peut pas imposer le SMIC européen, en tout cas aux États. Mais c'est très important de savoir quelle est la cible qu'on se fixe. Aujourd'hui, la concurrence, elle se fait entre travailleurs de l'Est et travailleurs de l'Ouest. Pourtant, les mêmes demandent les mêmes choses. Plus de salaire, des conditions de vie décentes, pouvoir élever ses enfants correctement. Et il y aurait quand même un intérêt à essayer de se fixer des cibles qui permettent à tout le monde de progresser. Que propose Madame Loiseau ? C'est un tout petit peu technique, mais tenez-vous bien. Elle propose un SMIC européen à l'équivalent à 880 € en France, puisqu'elle propose que ce soit 50% du salaire médian. Donc vous faites un petit calcul, pour la France, ce serait 880 €. Elle vous dit, mais attendez, ce n'est qu'une cible. Je ne propose pas de baisser le SMIC en France. Sauf que cette cible devient celle de l'Europe. Le SMIC acceptable, c'est 50% du salaire médian. Que croyez-vous que va faire le patronat français ? Il va dire, mais écoutez, Madame Loiseau, mais on est largement au-dessus en France. Qu'est-ce qui justifie qu'on l'augmente si on est bien au-dessus de ce que vous considérez acceptable en Europe ? Nous aurons une pression à la baisse du SMIC en France. C'est la raison pour laquelle, et ce qui m'a frappé, c'est qu'on ignore cela. C'est que nous appuyons sur une proposition votée par le Parlement européen, qui propose, déjà votée, que le SMIC soit à 60% du salaire moyen, ce qui ferait pour la France 1340 €, une augmentation de 140 € en France. Alors le SMIC n'augmenterait pas immédiatement, mais en clair, vous dites aux Portugais, vous dites aux Roumains, vous dites aux Français, vous dites à tous ceux qui ont un salaire minimum, ce que vous propose l'Europe, ça n'est pas d'échanger une augmentation pour les pays de l'Est contre une baisse en France, c'est qu'on progresse tous. Est-ce que c'est possible ? Mais le grand tabou de l'économie française, c'est quoi sinon les salaires ? C'est sur ce sujet, on vous donne de la prime sans cotisation sociale au mieux pour augmenter votre pouvoir d'achat. On ne touche plus au salaire depuis 20 ans dans ce pays. Oui. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est assez difficile, quoi. C'est une belle idée, mais pour la mettre en place, mais non, mais attendez, à ce moment-là, on met rien en place. Si on vous explique que ce qui est facile, c'est de fermer un service d'hôpital, mais pas d'aller sur le SMIC. Moi, je prétends qu'aujourd'hui, c'est bien parce que ces idées-là progressistes sont pas défendues, ou alors qu'elles sont dévoyées par la proposition de Madame Loiseau, qu'on se retrouve dans la situation où on perd des droits. Il faut être un peu offensif et conquérant quand on croit qu'aujourd'hui, la richesse de l'Europe permet largement de distribuer des salaires supérieurs à ce qu'ils sont. Benoît Hamon, pour les auditeurs de Sud Radio, pour qu'ils comprennent bien, quelle est la vraie différence entre vous et la liste du PS emmenée par Raphaël Glucksmann ? Écoutez, nous ne nous allierons pas avec Emmanuel Macron ou ses représentants au Parlement européen. Le bulletin de vote Benoît Hamon, ce n'est pas un bulletin de vote Macron déguisé, dissimulé. Alors je sais bien que Raphaël n'est pas dans cet état d'esprit, mais au-delà de Raphaël Glucksmann... Vous l'appelez Raphaël, c'est-à-dire que vous êtes très proche de lui. Non, mais je le connais. C'est une élection européenne. La première chose, c'est d'avoir un programme vraiment européen. Et moi, nous sommes, sur une liste transnationale avec un programme totalement européen. Ce que nous disons est la chose suivante. Nous allierons avec les écologistes et la gauche au Parlement européen. Que disent ceux qui représenteront les socialistes au Parlement européen ? Parce qu'il y aura peut-être 3, 4, 5 députés français, mais il y en aura surtout beaucoup d'autres européens. Ils disent, M. Timmermans, celui qui va être le candidat à la présidence de la Commission pour les socialistes européens, nous voulons nous allier avec Emmanuel Macron. Le tête de liste allemand.
du SPD. Nous voulons nous allier avec Emmanuel Macron. Le Premier ministre socialiste portugais. Nous voulons nous allier avec Emmanuel Macron. En clair, les jeux sont faits. Ils s'allieront avec Emmanuel Macron. Ce que je dis simplement, c'est que si vous voulez un vote de gauche utile à vos idées, c'est-à-dire que ces idées ne soient pas défendues à Paris pour être oubliées à Bruxelles, le vote utile aux idées de gauche et écologistes, c'est le vote Génération Printemps Européen que j'ai l'honneur de défendre à ces élections. Bon, c'est pas facile de s'y retrouver quand même à gauche. Là, dans c'est toute assez cette clair. galaxie, Non, en mais fait, aujourd'hui, il y en a beaucoup. avec Yannick Bah oui, bien sûr. Mais en tout cas, nous... Et les 34 listes, oui, d'ailleurs, mais c'est trop ou pas? Mais c'est pas moi qui décide. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce que si il les gens y aura veulent y un aller... débat à l'issue de ces oui, européennes. Il y aura un débat, mais je sais pas s'il y aura... Il faut que vous sachiez qu'il y aura peut-être pas forcément autant de bulletins de vote sur la table dimanche, parce qu'il faut payer les bulletins de vote pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient là. Donc tout le monde n'a pas forcément les moyens de se les payer. On a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron, mais peu de Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça vous inspire, Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, qui est à Paris, et ça fait grincer des dents? Ce qui est bien, c'est que Marine Le Pen, un jour, a biberonne à Steve Bannon, un jour, a biberonne à Poutine. Ce serait bien qu'elle ait des idées toute seule, quand même. Et que les nationalistes français, en fait, à bien des égards, quand ils parlent, ils jouent vous savez, il y avait un ventriloque qui avait un personnage qui s'appelait Tataillé dans le passé. Mais voilà, mais moi, ça me frappe, ça. Pour redevenir très sérieux, je pense qu'il y a une internationale de l'extrême droite aujourd'hui, qu'elle a une pensée commune redoutable et efficace. C'est de l'extrême droite ou c'est du populisme, etc. Non vous allez expliquer. Oui, c'est une extrême droite. C'est pas tout à fait la même chose. On va pas s'amuser à refaire un sauf cours d'histoire. À la fin, c'est moi je regarde ce qui se dit et ce qui se fait. Nous avons là des pouvoirs qui sont des pouvoirs de nature xénophobe. Ils n'aiment pas les étrangers. Première chose, avec des personnes racistes, condamnés pour racisme, et avec si c'est ça le monde qu'on veut, on peut, on peut. C'est tout le contraire de ce qu'on est, tout le contraire de ce qu'on a fait. Moi, je veux pas que mes mômes, elles grandissent dans un monde dans lequel on leur explique qu'un tel n'est pas bien, qu'il y a au motif de sa religion, au motif de sa couleur, au motif de son origine sociale. C'est ça qui est en train de se préparer. Et tranquillement, on est en train de nuancer. Oui, est-ce que c'est l'extrême droite, c'est du populisme? Mais attendez, mais moi, je vois de quoi on parle. On parle aujourd'hui d'une extrême droite qui, pour conquérir le pouvoir, est en train de faire pression sur la droite, qui d'ailleurs lui cède, les libéraux, qui d'ailleurs lui cèdent, sur les questions migratoires, sur les questions de liberté de circulation, sur les questions de liberté de manifester, mais c'est de l'extrême droite. Il y a rien qu'à changer. Donc attention, moi je veux dire, Le Pen, ce sera pas un Canada Dry de papa, ce sera la même chose demain. Et moi, rien que dans ces rapports avec justement l'extrême droite américaine ou les Russes, je m'inquiète des conséquences que ça aura. Puis depuis quand, aujourd'hui, on explique qu'on a besoin d'être sauvé par Poutine ou Bannon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que d'ailleurs ce Bardet-là, qui est même pas capable d'aller débattre sur France Télévisions, qui se fait remplacer par Marine Le Pen? Il aura une oreillette au moment où il va voter? Franchement, sur France Télévisions, c'est Marine Le Pen et même pas le tête de liste du Front National. Au passage, c'est pas non plus Madame Loiseau, c'est François Bayrou. Donc on a deux principales listes. Je pourrais même pas débattre avec eux en plus. Je suis même pas invité à ce débat-là. Vous vous rendez compte? On est aujourd'hui dans un moment démocratique où, me semble-t-il, je trouve qu'il y a du mépris des électeurs, et je l'affirme, on ne prend pas au sérieux ni l'Europe et ce qu'elle fera le 27 mai au matin. D'ailleurs, ils s'en foutent. Ils ont un programme national. C'est valable pour Macron, c'est valable pour Marine Le Pen. Et j'insiste là-dessus. C'est un peu comme si aux législatives, vous arriviez avec un programme sur la voirie pour les municipales. On vous dirait, mais monsieur Hamon, ça n'a rien à voir. C'est une sorte de référendum, alors vous accréditez ça, quoi. Mais oui, tel que ça se présente. C'est ce que Macron a voulu, c'est ce que Le Pen veut. On rejoue le second tour des élections présidentielles pour pouvoir le jouer à nouveau en 2022. La vie politique française, je le dis à vos auditeurs, peut-être qu'ils sont de gauche, pas de gauche, peu importe, mais ça peut pas se résumer. Ils sont très hésitants, on le voit à chaque fois. Mais ça peut pas se résumer à un face-à-face Macron-Le Pen. Et je leur demande de donner de la force, en tout cas pour ceux qui croient dans le progrès social, et un peu dans l'écologie aussi, de donner de la force à ceux qui vont se battre avec sincérité et honnêteté. Moi, on peut avoir des désaccords avec moi, mais j'essaye d'être constant, et en tout cas honnête dans mes engagements. Et même quand ces idées sont minoritaires, c'est pas pour autant que je les abandonne parce qu'elles sont minoritaires. Benoît Hamon, le mot de la fin avec Cécile de Bénibus. Et moi, je vais vous parler du rappeur Nick Conrad qui a récemment été condamné, vous le souvenez, dans son clip Pendez les Blancs. Là, il recommence une nouvelle fois avec un nouveau clip. Je baise la France, je brûle la France jusqu'à l'agonie. Ce message, lui, considère que c'est un message, d'autres un appel à la haine. Christophe Castaner vient de saisir la justice. Est-ce qu'il faut, comme demandent les Républicains, une condamnation lourde?
Est-ce que c'est de la provocation ? Oui, c'en est, mais c'est pas le premier qui, comme artiste, a fait de la provocation. On peut se dire, si vous voulez reprendre la liste de ceux qui ont fait des chansons dans le passé où ils étaient provocateurs, la question c'est qu'est-ce qui relève de la liberté de l'artiste et qu'est-ce qui relève du message politique. Alors maintenant, on prend tout pour un message politique. Il y en a sans doute, d'ailleurs, dans ce message. Il dit que c'est un message. Mais attention à pas condamner et à pas brûler Brassens, Gainsbourg et beaucoup d'autres avant. Ce que je veux dire simplement, c'est que moi je condamne. Non, mais moi je suis en total désaccord avec ce qu'il a dit. Je trouve que mettre de l'huile sur le feu maintenant, en plus, franchement, on aimerait avoir des paroles apaisantes. Alors moi, je retiens qu'il y a dans le rap français, dans la musique française, issue des quartiers de la France, aussi des chansons et des musiques qui sont positives, ouvertes, etc. Et j'en ai marre qu'on parle de ceux qui, justement, pour buzzer ou en politique ou comme artistes, les deux sont valables, ne passent leur temps qu'à balancer sur le voisin ou balancer sur les autres. Voilà. Eh ben moi, je balance sur votre invité surprise. Bonjour Benoît, c'est Fanfan La Tulipe, l'ex-président qui se demande ce qu'il va pouvoir faire le matin quand il n'y aura plus Motus à la télé. Samedi, en visite dans un quartier populaire, tu as déclaré: si la présidentielle était à Barbès, je serais élu dès le premier tour avec 80% des voix. Alors, voici ma question. Alors, si dimanche, par le plus grand des malheurs, à la Wakbar Salam Aleikum, tu n'es pas élu eurodéputé, tu préférerais devenir organisateur de parties de bonto à la sortie du métro, receleur de paquets de cigarettes de contrebande ou torréfacteur de maïs? Bon, si jamais. Bon, non, mais les trois, il va falloir que je sois. Maintenant, il faut. Oui, il faut avoir plusieurs activités pour avoir un revenu acceptable, décent. Mais ce qui est d'ailleurs absolument déprimant. Mais non, mais vous inquiétez pas pour moi, je suis pas le plus à plaindre. Merci Benoît Hamon, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et Dany Moreau, bien sûr, qu'on retrouve aux alentours de 8h. On va rester avec nous, 7h58, c'est le grand matin Sud Radio.